à toutes et tous. Très rapidement, puisqu'on a plus que 10 minutes, je laisse la parole à Marie-Charlotte Garin pour vous parler d'une proposition de loi qui sera débattue, vous le savez, cette semaine, qui est importante pour le groupe Écologiste et Social, qui est importante pour l'ensemble des femmes qui l'attendent, notamment. Et donc, je te laisse la parole pour la présenter. Merci Léa, bonjour à tous et à toutes. Donc cette proposition de loi, elle vise à modifier le code pénal et notamment la définition des agressions sexuelles et du viol dans le code pénal. C'est le fruit de 14 mois de travaux transpartisans, le fruit aussi d'un avis du Conseil d'État qui est passé par là. Et donc on se réjouit de voir pouvoir aboutir ce texte important, 10 ans après MeToo, après dans le sillon du procès des agresseurs de Gisèle Pelicot. Et comme l'a dit Léa, c'est un texte qui est attendu par les femmes victimes de violences sexuelles. Et je crois par l'ensemble de la société, puisqu'on sait remettre le consentement au cœur de nos interactions. C'est une question de respect mutuel, c'est une question de communication et c'est aussi une question d'éducation pour les générations à venir. Très brièvement, ce texte, il parle de plusieurs constats. D'abord, celui de l'impunité. Énormément de classements sans suite. Environ 70% des femmes victimes qui voient leur plainte classée sans suite. Une impunité avec très peu d'agresseurs condamnés. On dit qu'on a une femme toutes les 2 minutes qui est victime de viol ou de tentative de viol. Et pourtant, en 2022, c'était 1206 seulement condamnations pour viol. Pour vous donner un peu une idée des ordres de grandeur. On a donc une loi qui est silencieuse sur la question du consentement, puisque le viol, aujourd'hui, il est défini par la violence, la contrainte, la menace et la surprise, alors que le consentement, il est partout dans la pratique judiciaire. Donc, il y a vraiment besoin de rectifier ce silence et de venir clarifier la loi avec plusieurs objectifs. D'abord, actualiser la définition du viol, puisque la société a changé et il est normal que notre droit change avec elle. Sortir de ces stéréotypes du viol violent commis dans la rue, on a des témoins, on a des traces physiques. En réalité, l'immense majorité des victimes de viol, 70% des victimes, elles sont en état de sidération. Donc elles sont dans l'incapacité de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Ensuite, nous donnons un outil supplémentaire aux juges pour caractériser plus de viols. Et enfin, nous venons harmoniser la jurisprudence, puisqu'aujourd'hui, en fonction de où est-ce que vous allez être jugé, eh bien, la jurisprudence va être mobilisée de manière différente pour qualifier la mention de violence, contrainte, menace ou surprise. Et il n'est pas normal que dans notre pays, les femmes victimes de violences sexuelles ne puissent pas être égales face à la justice. C'est un texte qui est attendu. On est prête techniquement, après avoir longuement travaillé dessus. Nous sommes prêtes politiquement et nous sommes prêtes sociétalement, puisque la société l'attend. Donc nous espérons un vote favorable. Le texte sera débattu à partir de 18h30 ce soir. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur cette adressée à Madame Garin? Le seul souci. Pardon, merci. Il y a quand même un gros souci, c'est la justice, puisque une femme qui va déposer plainte, donc sa plainte va être reçue, on va dire qu'elle va être reçue, et ça peut être jugé 5 ans, voire jusqu'à 8 ans après. Donc, est-ce que ça va être aussi dans votre texte ? Alors notre texte est strictement sur le code pénal, mais par contre bien évidemment, on l'a répété tout au long de nos travaux, que ce soit dans la conclusion de nos rapports, dans l'exposé des motifs de notre proposition de loi, et on va le répéter ce soir. D'accord. Évidemment, ça ne se substitue pas à la question des moyens octroyés pour les services de justice et les services de police, puisqu'on sait très bien que c'est aussi là que le bas blesse. Et nous, on a fait le pari, en tout cas depuis le début de nos travaux, de demander les deux, une modification de la loi et des moyens en plus. Après, stricto sensu, ça ne sera pas le périmètre de cette loi, puisque ce n'était pas le périmètre de notre mission d'information. Et par honnêteté intellectuelle aussi, on s'en est tenu aux travaux que nous avons menés. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Merci. Peut-être vous parlez de l'éléphant dans la pièce depuis hier. Nous avons entendu les déclarations des uns et des autres après la condamnation de Marine Le Pen, d'autres auteurs de détournement de fonds publics et leurs complices. On parle beaucoup de la condamnation, mais en réalité, il faut bien rappeler les faits. C'est 4,1 millions d'euros qui ont été volés aux contribuables européens. Et ce système a visé à détourner des règles qui avaient été mises en place pour la petite histoire suite à l'initiative portée par Monsieur Onesta, un parlementaire européen écologiste, parce que la probité des élus, c'est un combat des écologistes depuis longtemps. Pourquoi ce combat? Parce que quand on est dans une démocratie, eh bien, on doit pouvoir
aller devant les électrices et les électeurs en jouant à armes égales. Armes égales, c'est le fait de ne pas détourner de l'argent public, le fait de ne pas contourner des règles électorales qui enrichiraient un parti ou bien enrichiraient des concurrents et au détriment des autres. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours fait, les écologistes, de la probité des élus et des compétiteurs aux élections un élément essentiel, parce que c'est essentiel à la bonne tenue des élections et donc à la démocratie. Je laisse peut-être mon collègue Benjamin Lucas compléter. Merci, collègue Yabalage. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci. Dans le complément rapide à ce que vient de dire Léa, d'abord dire au nom du groupe écologiste et social notre soutien indéfectible, absolu aux magistrats qui, chaque jour, dans ce pays, rendent la justice en indépendance et en impartialité pour que soient respectées les lois qu'ici nous votons. Je crois que c'est important de le rappeler dans un moment où du Kremlin de Vladimir Poutine à la famille Trump, en passant par messieurs Orban et Salvini, un certain nombre d'ingérences étrangères, de pression, de cette amicale, de cette internationale fasciste à travers le monde, viennent faire pression pour remettre en cause notre modèle de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Nous serons toujours du côté des principes de l'état de droit, en soutien aux magistrats, à la justice qui fait appliquer le droit. C'est comme cela que fonctionne une démocratie. Et d'ailleurs, on peut se réjouir que dans une période récente, on ait eu un ancien président de la République condamné au terme d'une procédure très longue pour corruption, et qu'on ait une triple candidate à l'élection présidentielle condamnée pour détournement de fonds publics. Cela prouve que la délinquance en col blanc est une délinquance comme les autres et qu'elle ne peut souffrir d'aucune impunité. Ça fait 10 ans de procédure dans l'affaire de Madame Le Pen. Je lis ici ou là qu'elle serait empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle. Elle s'est empêchée elle-même. Personne n'a obligé Madame Le Pen à détourner des millions d'euros d'argent public. Personne n'a obligé Madame Le Pen à voler le contribuable européen. Elle en paye aujourd'hui les conséquences judiciaire, et il est du devoir de tous, je dis bien de tous, et encore plus des parlementaires qui font la loi, de respecter la décision de justice qui a été rendue. Nous nous réjouissons de vivre dans un état de droit, et nous déplorons, et je termine par cela avant de répondre à vos questions, nous déplorons les campagnes militantes qui sont organisées aujourd'hui pour remettre en cause une décision de justice. Nous déplorons la méconnaissance de notre système judiciaire et la méconnaissance de ce qu'est l'état de droit, notamment sur les médias de M. Bolloré qui, depuis hier, s'en donne à cœur joie pour critiquer je ne sais quel gouvernement des juges. Il est assez ridicule de voir des responsables politiques reprocher aux magistrats de faire de la politique là où ils appliquent le droit et vouloir, eux, rendre des décisions de justice sur la base non pas d'un accès au dossier, sur la base non pas d'une procédure contradictoire, sur la base non pas d'un jugement, mais sur la base de leur affection, de leur amour pour le clan Le Pen, dont on voit bien d'ailleurs, quand Madame Le Pen refuse de passer la main à Monsieur Bardella, contrairement à toute cette stratégie de dédiabolisation qui nous est vendue depuis des années, qu'en réalité, il y a un système Le Pen qui a existé avec le père, qui existe avec la fille, dont on a vu qu'il existait encore avec la nièce, qui vise simplement à rémunérer grassement les membres du clan et les proches du clan. Voilà, la justice a dit le droit, nous devons faire preuve maintenant de sérénité les uns et les autres pour que, il n'y ait pas de remise en cause de la justice et notamment pas de menaces contre l'une des magistrates comme on a pu le voir. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, bonjour, Gabriel Bourovitch, Agence France-Presse. 2 questions. Un peu plus tôt, Mathilde Panot a assuré que le groupe écologiste avait répondu favorablement à sa sollicitation pour un dépôt de motion de censure spontanée article 49.2. Par ailleurs, vous ne nous avez pas fait part de votre position sur les propositions de loi sur le narcotrafic qui sont votées cet après-midi. Non. Mais sur le premier point, il n'y a pas eu de position du groupe écologiste et social. Sur le... Comment ? Non. Sur le deuxième, on va continuer. On a aussi le débat en réunion de groupe, mais si vous voulez, là, sur ce texte narcotrafic, il est attendu. Il y a des dispositifs qui sont positifs, notamment la création de ce parquet national, mais il y en a d'autres qui sont liberticides, qui ont été réintroduits en séance, alors que nous avions voulu continuer de les combattre, et c'est la raison pour laquelle le groupe s'abstiendra sur ce texte.
pour permettre à des dispositifs positifs d'être appliqués, notamment parce que nos maires attendent aussi ce texte, mais surtout ils attendent des moyens pour lutter efficacement contre le narcotrafic et des moyens pour la police, pour les enquêtes. Et c'est ce que l'ensemble des collectivités territoriales d'ailleurs demandent depuis longtemps et qu'elles n'obtiennent pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour les amis de l'agence Reuters. Si on se projette un peu, en quoi est-ce que la nouvelle situation post-jugement des élus RN change quelque chose en matière de censure du gouvernement, sur le dossier des retraites, sur le dossier du prochain budget? Est-ce que vous voyez les équilibres qui peuvent bouger? Merci. Alors, je crois que vous savez, depuis le début, on a vu Marine Le Pen, en tant que présidente du groupe Rassemblement National, faire des coups de pression au gouvernement Barnier, Bayrou. Peut-être que là, ces coups de pression auront moins d'écho. Peut-être. Moi, je ne sais pas dire ce que feront les autres. En tout cas, je sais ce que les écologistes porteront. Et les écologistes continuent de porter la question d'un débat sur les retraites, la question d'un budget plus juste. Et nous continuons surtout à porter le fait que ce soit le gouvernement Barnier ou le gouvernement Bayrou, eh bien, cela ne procède pas du nouveau Front populaire, qui est pourtant arrivé en tête au mois de juillet. Et en fait, on le répétera, parce que peut-être que la pédagogie, c'est la répétition, mais peut-être ça viendra peut-être par un moment donné au cerveau du président de la République, qui se dira que la stabilité du pays viendra dans le fait de proposer au nouveau Front populaire de former un gouvernement. Et je vais terminer cette dernière minute qui nous sépare de la fin de cette conférence de presse pour vous rappeler ce que je disais en introduction sur la question de la probité, qui est un élément essentiel pour les élus écologistes. C'est la raison pour laquelle, en tant que présidente d'une association de lutte anticorruption, j'ai porté une plainte contre monsieur Jalc et monsieur Bardella, notamment parce qu'ils pourraient avoir commis des faux, des usages de faux, vous savez, avec les révélations faites par le journal Libération, des agendas signés, des notes de presse aussi, des revues de presse signées qui seraient signées par monsieur Bardella et qui viendrait peut-être apporter des éléments faux au concours d'une preuve qui serait elle aussi fausse, à savoir le fait qu'il ait bien été assistant parlementaire de monsieur Jalc. Cette plainte, elle a été déposée, peut-être que sera-t-elle instruite assez rapidement, mais vous voyez, on est là aussi pour essayer de colmater l'ensemble des brèches qui ont été installées par un système qui a été dénoncé et condamné hier, et cette plainte, elle poursuit son cours, mais c'est aussi important de rappeler son existence. Je vous remercie.